Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive au corps humain à l'intérieur d'une boîte en acier frappée par un projectile de 25 kg? Spoiler, il n'est même pas nécessaire de percer le blindage pour le savoir. À l'été 1943, les tigres allemands ont organisé une véritable chasse aux lapins contre nos tankistes. Ils riaient en nous tirant dessus à 2 km de distance. Ils se prenaient pour les dieux de la guerre. Mais ils ignoraient qu'à ce moment précis, à l'arrière, dans l'enfer et la suie, naissait un monstre qui allait transformer leur technologie divine en un tas de ferraille et leurs équipages en chair à pâté. Comment les ingénieurs soviétiques ont-ils créé l'arme du jugement dernier en 3 mois? Pourquoi, après un seul impact, les tourelles des vantés tigres royaux étaient-elles arrachées et les soudures éclataient-elles comme du verre? Et quelle effroyable surprise attendait les Allemands dans les sous-sols de Berlin? Regardez jusqu'au bout. Vous verrez la physique triompher du pathos et découvrirez le prix à payer pour la création du marteau le plus terrifiant de la Seconde Guerre mondiale. Nous allons maintenant disséquer le pire cauchemar d'Hitler. Un flash, un coup de marteau sur une enclume a fait éclater les tympans. Le grincement du métal déchiré, qui dure une fraction de seconde, mais semble durer une éternité. Puis, le silence. Un silence de mort, ouaté, déchiré un instant plus tard par le hurlement des flammes et un cri qui n'a déjà plus rien d'humain. L'odeur du caoutchouc brûlé se mêle à l'odeur douceâtre de la chair grillée. C'est le bruit de l'été 1943. C'est le son de la supériorité technique coulée dans l'acier Krupp. Ce n'est pas un film d'actualité. C'est la physique de la destruction, où les variables sont l'épaisseur du blindage et l'énergie cinétique du projectile. Et dans cette équation, les tankistes soviétiques étaient condamnés cet été-là au rôle de victimes. La steppe près de Koursk tremble sous la chaleur. L'horizon est obscurci par d'épaisses colonnes de fumée noire. Chaque colonne est un équipage. Ce sont les fils de quelqu'un, brûlés vifs, sans même avoir eu le temps de voir l'ennemi. La situation sur le champ de bataille dicte une arithmétique cruelle. Les blindés lourds allemands ouvrent le feu à une distance de 1500 voire 2000 mètres. Pour le tireur d'un tigre, ce sont des conditions de stand de tir. Il voit la cible à travers une excellente optique Zeiss. Il se sent en sécurité derrière une plaque frontale de 100 mm. Il est calme. Son pouls est normal. Il fait juste son travail. Il aligne le réticule. Il appuie sur la pédale de tir. 88 mm de mort s'échappent du canon. L'impact est garanti. La pénétration est garantie. Et de l'autre côté du viseur, un T-34 soviétique avec un canon de 76 mm. Pour avoir ne serait-ce qu'une chance théorique de percer la face avant d'un tigre, il doit s'approcher à une distance de 400 ou 500 mètres. C'est un combat au couteau. C'est un suicide. C'est 1,5 km sous un feu nourri. 1,5 km à travers la steppe ouverte, où vous êtes comme sur la paume de la main. Les équipages le savent. Les conducteurs tirent le maximum des moteurs diesel, essayant de réduire cette maudite distance de mort. Mais on ne trompe pas la physique. « Commandant, le blindage ne cède pas !» Le cri dans le casque tourne au hurlement. « Ricochet! Encore un ricochet! Plus près! Approche, Micha! Manœuvre !» La voix du commandant est rauque à cause des fumées. « Prends-le par le flanc !»« Je ne le vois pas! Il tire depuis la lisière! D'où tire-t-il ?» Impact. La tourelle est arrachée de son chemin de roulement avec l'équipage. Les munitions explosent instantanément. C'était une crise. Le souffle froid et poisseux de la catastrophe. Nous avons l'habitude de parler d'héroïsme, mais l'héroïsme est impuissant face à la balistique. Lorsque votre obus ne fait qu'érafler le blindage allemand,
n'y laissant que des marques grises, et que le tir de riposte transforme votre véhicule en un tas de ferraille, le moral se brise plus vite que l'acier. Le champ de bataille s'était transformé en stand de tir. Les équipages allemands appelaient cela la chasse aux lapins. Ils s'alignaient sur les hauteurs dominantes et, méthodiquement, comme à l'usine, fusillaient les coins d'attaque soviétiques. Les obus de calibre 76 mm rebondissaient sur le blindage frontal des poids lourds allemands comme des poids contre mur. Des étincelles. Le crissement de l'acier contre l'acier. Et aucune déformation à l'intérieur du char allemand. L'équipage allemand n'entendait que des coups sourds sur la coque qui ne provoquaient pas la peur, mais seulement un sourire méchant. « Ivan frappe encore à la porte », plaisantait-il. C'était un sentiment d'impunité totale et absolue. Un sentiment qui enivre plus que le schnapps. Dans les états-majors régnait une tension lugubre. Les rapports du front atterrissaient sur les tables du commandement en lignes sèches et terribles. Les pertes augmentent. L'efficacité du feu est nulle. Les armées blindées se vident de leur sang en essayant de submerger la perfection technique de l'ennemi par le nombre et la fureur. Mais l'acier ne connaît pas la pitié. L'acier ne reconnaît que la force. Et cette force, l'armée rouge ne l'avait pas à l'été 1943. Que devons-nous faire, camarade général ? Le colonel, qui venait de s'extraire d'un char en feu, essuie la suie de son visage avec des mains tremblantes. Nous sommes des cibles pour eux, juste des cibles. Je lui ai mis 3 obus en plein front. 3. Et il a simplement tourné la tourelle et a brûlé mon ailier. Tenir, lâche brièvement le général, mais il y a le même vide dans ses yeux. Il comprend. L'ordre de tenir n'ajoutera pas de millimètre à la pénétration. Il fallait une réponse. Pas un slogan, pas un appel, pas une volonté politique. Il fallait un argument pesant des dizaines de tonnes. Il fallait un marteau, capable de briser cette noix teutonne d'un seul coup. À Moscou, dans les plus hauts bureaux, on a enfin pris conscience de l'ampleur de la tragédie. Le temps des demi-mesures était révolu. La modernisation des vieux canons était une voie sans issue. Il fallait un saut qualitatif. Il fallait un monstre qui dévorerait la ménagerie allemande. Le délai, hier. Joseph Cotin et son bureau d'études ont reçu une tâche à faire dresser les cheveux sur la tête de n'importe quel ingénieur. Créer une machine capable d'encaisser un coup de 88 mm et surtout capable de riposter de telle manière que les Allemands n'aient plus de questions à poser. Pour tout faire, 3 mois. 3 mois pour parcourir un chemin qui prend des années en temps de paix. C'était une course, non pour la vie, mais à la mort, littéralement. Chaque jour de retard se payait par des centaines d'avis de décès. Les concepteurs comprenaient. Là-bas, sur le front, des gars brûlent en ce moment même. Pendant qu'on dessine un schéma, pendant qu'on usine une pièce, quelqu'un meurt dans une boîte en acier au milieu de la steppe. Cette compréhension pesait sur les épaules plus lourdement qu'une dalle de béton. La question était tranchée. Quel calibre ? 85 mm ? Trop peu. 100 mm ? Difficile à produire. Pas de base. Et alors, les regards se sont tournés vers l'artillerie de corps d'armée. 122 mm. Le calibre A19. Un canon habitué à briser les bunkers en béton et à détruire les fortifications de campagne. « Vous êtes fous !» disaient les sceptiques. « C'est un calibre d'obusier, chargement séparé, cadence de tir faible. Où allez-vous fourrer ça ? Dans la tourelle d'un char ? Il n'y a pas de place. »« Nous le ferons entrer », répondaient les partisans du concept de la force brute. Parce qu'il n'y a pas d'autre issue. Nous n'avons pas besoin de tirer souvent. Nous avons besoin qu'après le premier impact, il ne reste du tigre que des souvenirs. La décision fut prise. C'était un risque énorme, injustifié selon les normes du temps de paix.
faire entrer un système d'artillerie énorme et lourd dans une tourelle rotative exiguë, forcer les mécanismes à travailler à la limite de leur résistance. Mais il n'y avait pas le choix. Soit nous créons un tueur de chars, soit les chars ennemis nous tueront tous. Dans les ateliers de Tcheliabinsk, dans ce Tankograd, le travail s'est mis à bouillir avec une fureur confinant à la folie. Les gens dormaient directement près des machines, sur des caisses de copeaux. Des quarts de 18 heures. Des femmes et des enfants aux fraiseuses, parce que les hommes étaient partis brûler dans cette même steppe. L'air dans les ateliers était bleu de fumée de tabac et de gaz de soudure. Il n'y avait pas de pathos ici. Il y avait un travail dur, sale, masculin. Le travail de création d'un instrument de vengeance. Les ingénieurs se battaient avec l'assemblage de la culasse. Le recul du canon de 122 mm était monstrueux. Il pouvait simplement arracher la tourelle de son chemin de roulement, détruire la suspension, mutiler l'équipage à l'intérieur. Il fallait un frein de bouche. Il fallait un nouveau système de recul. Chaque millimètre d'espace à l'intérieur du compartiment de combat valait son pesant d'or. La culasse bute contre la protection. Le chargeur n'a pas de place pour se retourner, criait l'ingénieur principal en agitant des plans. Il ne pourra pas engager l'obus. Alors changeons la conception de la culasse. Coupons les ambles. Reconfigurons le stockage des munitions, répondait Cotin sans lever la tête de sa table. Réfléchis, tu as la nuit. Demain, cet assemblage doit être en métal. Dans cette atmosphère de course fébrile, accompagnée du fracas des marteaux pneumatiques et du sifflement de la soudure, naissait le nouveau visage de la guerre. Brutal, puissant, inéluctable. Ce n'était plus simplement un char, c'était un affût automoteur pour une arme du jugement dernier. Toute la philosophie de la machine était construite autour du canon. Tout le reste, blindage, moteur, train de roulement, n'était qu'un moyen d'amener ce tube à distance de tir. Il ne savait pas encore ce que cela donnerait. Cela marcherait-il seulement? Mais il savait une chose. Ce qui se passait sur le front devait cesser. L'impunité devait être punie. Et l'instrument de cette punition serait un projectile pesant 25 kg. 25 kg de TNT et d'acier, portant la mort à la technique nazie. Pendant que les concepteurs traçaient des lignes sur le papier à dessin, les derniers jours de la domination allemande se consumaient sur le front. L'époque du tigre et de la panthère, en tant que prédateur absolu, touchait à sa fin. Dans les profondeurs des montagnes de l'Oural, une véritable bête s'éveillait, et son rugissement devait couvrir les marches victorieuses de la Panzerwaffe. Mais pour l'instant, l'odeur de brûlé planait sur la steppe, et les équipages des T-34 allaient à la mort, n'espérant qu'un miracle. Et ce miracle se forgeait maintenant, dans la fumée et la suie de Tcheliabinsk. Tcheliabinsk ne dort pas. Dans cette ville, la notion de nuit n'existe pas. Il n'y a que des équipes. La première, la deuxième, la troisième. Le ciel au-dessus de Tankograd est illuminé par la lueur pourpre des hauts fourneaux, comme un reflet de l'enfer qui règne sur le front à des milliers de kilomètres de là. Ici, profondément à l'arrière, se joue une bataille à part. Une bataille non pas contre les panzergrenadiers allemands, mais contre les lois de la physique, la résistance des matériaux et le temps implacable. Le bureau d'études de Joseph Cotin est devenu le quartier général opérationnel où se décidait le sort du calibre. La tâche était impossible. Il fallait prendre un canon de campagne de corps d'armée A-19 de calibre 122 mm et le forcer à fonctionner à l'intérieur d'une tourelle de char exiguë. C'est comme essayer d'installer un mât de navire sur une barque de pêche. Le canon est énorme. Il a été créé pour tirer depuis le sol, où le recul est absorbé par des flèches d'affût ancrées dans la terre. Dans un char, il n'y a pas de terre. Dans un char, il n'y a que le chemin de roulement de la tourelle
et des corps humains fragiles autour de la culasse. Dans le bureau du concepteur en chef, la fumée est à couper au couteau. Sur les tables, des piles de papier couvertes de calculs. Les ingénieurs ne parlent pas, ils grognent en pointant du doigt les plans. Recul de 900 mm. L'ingénieur en chef tape du poing sur la table. Joseph Yakovlevitch, elle va écraser le commandant contre la paroi arrière de la tourelle. La culasse occupe la moitié du compartiment de combat lors du recul. Où allons-nous mettre l'équipage? On les débarque sur le blindage? Raccourcis le recul. Cotin ne regarde pas son interlocuteur. Il regarde le schéma du frein de bouche. Mets un frein actif. Absorbe l'énergie à la sortie. C'est une démasquage. Au tir, cela soulèvera un nuage de poussière. Le char sera aveugle. Mieux vaut être aveugle une seconde que de crever d'un obus allemand qu'on ne peut pas percer. Fais-le. C'est ainsi que naissait le compromis entre la puissance et la possibilité de l'utiliser. Les ingénieurs luttaient pour réduire la longueur du recul. La solution vint sous la forme d'un frein de bouche. Un embout massif au bout du canon qui redirigeait une partie des gaz de poudre sur les côtés, absorbant l'énergie monstrueuse du recul. C'était de la pure mécanique des gaz, le domptage de l'explosion. Sans ce dispositif, le tube de 122 mm aurait simplement arraché la tourelle du châssis dès le premier tir. Dans les ateliers règne un vacarme métallique. C'est le bruit de la naissance du monstre. L'usine expérimentale numéro 100 travaille en régime d'urgence. Ici, pas de belles machines à commande numérique. Il y a des fraises grossières qui hurlent en mordant dans l'acier allié. Il y a des postes de soudure projetant des cascades d'étincelles qui brûlent les bleus de travail des ouvriers. Les ouvriers sont des adolescents, des femmes, des vieillards. Ils se tiennent sur des caisses en bois pour atteindre les poignées des machines. Leurs visages sont gris de fatigue, mais leurs mains font le travail avec une précision effrayante. L'assemblage du premier canon D-25T fut difficile. La particulasse, un bloc d'acier massif, ne voulait absolument pas se mettre en place. La culasse à vis, héritage de l'artillerie de campagne, était fiable comme une masse, mais lente. Pour la recharger, il fallait des efforts musculaires et du temps. De précieuses secondes. « Ça rentre mal !» crie le maître ouvrier, pesant de tout son poids sur le levier. « Ça coince au verrouillage ! Change la graisse !» Hurle en réponse le technologue, couvrant le bruit de l'atelier. « Vérifie les tolérances, il y a d'alimaille !» Ils ajustaient les pièces à la main, avec des limes et des grattoirs. Ils polissaient les surfaces jusqu'à obtenir un éclat de miroir pour que la culasse glisse doucement, comme sur de l'huile. C'était un travail d'orfèvre, avec des pièces pesant des centaines de kilogrammes. Une erreur d'une fraction de millimètre signifiait qu'au combat, la culasse se bloquerait et le char deviendrait une fosse commune. La responsabilité pesait sur la nuque plus lourdement que la fatigue. Le problème principal, le chargement séparé. L'obus d'un côté, la douille avec la charge de l'autre. L'obus pèse 25 kg. La douille, autant. Dans la tourelle étroite, le chargeur doit saisir ce poids, se retourner dans un espace limité, enfoncer l'obus dans la culasse, le pousser avec un refouloir jusqu'aux rayures, puis saisir la douille, l'enfoncer et fermer la culasse. Ce n'est pas juste une charge physique. C'est de l'athlétisme à la limite de la survie. « Il n'y a pas de place !» jurait l'essayeur, essayant de simuler le travail du chargeur dans une maquette de tourelle en bois. « Je me cogne les coudes contre les râteliers !»« Tu t'habitueras », répondait sèchement le concepteur. « Le char n'est pas fait pour le confort. Le char est fait pour tuer. Si tu veux vivre, tu te contorsionneras encore plus que ça. » À l'automne 1943, les premiers modèles de canons étaient prêts. C'étaient des morceaux de métal grossier, dépourvus d'élégance, imprégnés d'huile d'armes et de la sueur des ouvriers. Les canons pointaient vers le plafond noirci de l'atelier,
comme s'il menaçait le ciel lui-même. Le frein de bouche donnait au canon un aspect prédateur, agressif. Ce n'était plus un tuyau, c'était un outil. Un outil capable d'envoyer 25 kg de mort à une distance de tir direct avec une énergie cinétique monstrueuse. Parallèlement, le travail sur le châssis avançait. Une pièce frontale moulée, des courbes douces destinées à augmenter la probabilité de ricochet. Les ingénieurs s'acharnaient sur la composition du blindage, ajoutant du nickel et du molybdène, essayant de le rendre à la fois visqueux et dur. Le blindage ne devait pas seulement encaisser le coup, il devait absorber la vibration de l'impact pour que l'équipage à l'intérieur ne soit pas commotionné, même sans pénétration. Lorsque la tourelle équipée du canon de 122 mm fut abaissée pour la première fois sur le châssis de l'IS, les ouvriers de l'atelier se turent. La machine s'affaissa sur ses ressorts, acceptant le poids de son argument principal. Cela semblait disproportionné. L'énorme et long canon semblait faire basculer le char lui-même. Il dépassait de plusieurs mètres vers l'avant, revendiquant ses droits sur l'espace devant lui. « Une bête !» dit doucement un vieux maître ouvrier en s'essuyant les mains avec un chiffon. « Une vraie bête !»« Un tueur de bêtes !» le corrigea le représentant militaire. « Si ce truc tire et ne se désintègre pas, c'est la fin pour les Allemands. » Mais il n'y avait pas de certitude. Il n'y avait que de l'espoir et un calcul froid. Le calcul que les lois de la balistique seraient de notre côté. La machine fut sortie de l'atelier. L'air glacial frappa le blindage chauffé par la soudure. Le diesel V2 rugit, crachant des nuages de fumée bleuâtre. Le char, faisant cliqueter ses larges chenilles, se dirigea vers la plateforme ferroviaire. Il avançait lourdement, avec assurance, enfonçant la terre gelée dans la boue. Son chemin menait au polygone d'essai, là où la théorie devait rencontrer la pratique. Là où le métal allait devoir prouver son droit à la vie en détruisant un autre métal. Les ingénieurs le suivaient du regard. Beaucoup avaient les mains qui tremblaient, non de froid, mais d'épuisement nerveux. Ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils avaient fait entrer l'impossible. Ils avaient forcé un obusier de campagne à devenir un tireur d'élite de chars. Maintenant, la parole était à la poudre et à l'acier. Devant, c'était Kubinka, et un tigre capturé qui ne savait pas encore que son temps était révolu. Automne 1943. Polygone de Kubinka, près de Moscou. Le ciel est couvert de nuages de plomb. Une pluie fine et piquante tombe, transformant le sol en une bouillie visqueuse. Mais ici, personne ne se soucie de la météo. L'air est électrisé par l'attente de quelque chose de terrible et de grandiose. Sur la ligne de tir, il est là. Le tigre capturé. La fierté de l'ingénierie allemande. Le symbole de l'invincibilité de la Wehrmacht. On ne l'a pas amené ici pour une parade. On l'a amené pour une exécution. En face, à une distance qui semble folle pour un duel de chars, s'est figé le nouveau poids lourd soviétique. IS, Iosif Staline. Pour l'instant, ce n'est qu'un prototype, l'objet 240. Il a l'air trapu et méchant. Sa tourelle est tournée vers la machine allemande, et l'énorme frein de bouche du canon de 122 mm regarde droit dans le front du tigre. Autour s'affairent des militaires en manteau à col haut et des civils en veste matelassée tachée d'huile. Le maréchal Vorochilov regarde sombrement dans ses jumelles. À côté se tient Joseph Kotin, pâle de manque de sommeil, mais calme comme un rocher. « Quelle est la distance ?» demande sèchement le maréchal, sans baisser ses jumelles. « 2000 mètres, répond le chef du polygone. Sa voix tremble. « 2000 ?» Vorochilov se tourne vers Kotin. « Joseph, tu veux te ridiculiser ?» « À une telle distance, les obus se dispersent. Nous allons juste gaspiller des munitions. Fais-le avancer plus près.
Non, dit fermement Cotin. Nous tirerons d'ici. C'est sa distance de travail. À l'intérieur du char, l'équipage d'essai travaille comme un seul mécanisme. Ici, pas de place pour les émotions, seulement le calcul. Le tireur appuie son front contre l'appui-tête du viseur. Dans l'oculaire, le char allemand n'est qu'une petite boîte grise. Le repère du viseur se superpose au centre de cette boîte. La respiration s'arrête. Le cœur cogne dans les côtes, comptant les dernières secondes de la vie du métal allemand. Perforant, prêt. La voix du chargeur sonne sourdement, comme sortant d'un tonneau. La culasse claque, enfermant 25 kg de morts dans la chambre. Feu! Ce n'était pas un simple tir. C'était un tremblement de terre en miniature. Le frein de bouche a fonctionné comme un moteur à réaction, projetant sur les côtés des gerbes monstrueuses de flammes et de gaz. La machine de plusieurs tonnes a reculé, enfonçant ses chenilles dans la boue, comme si elle avait reçu un coup de marteau sur le front. L'onde de choc a fait tomber les dernières feuilles d'automne des branches dans un rayon de 50 mètres. Le fracas a frappé les oreilles des observateurs, forçant beaucoup d'entre eux à se baisser instinctivement. L'obus a quitté le canon à une vitesse de 800 mètres par seconde. 2 secondes de vol. 2 secondes de silence absolu, durant lesquelles se jouait le sort de la construction de chars. De l'autre côté du polygone, près de la cible, la physique a repris ses droits. L'obus perforant à tête plate de calibre 122 mm a rencontré le blindage frontal du Tigre. L'acier allemand était magnifique, dur, visqueux, trempé selon toutes les normes de Krupp. Mais contre lui ne travaillait pas seulement la dureté du projectile russe. Contre lui travaillait l'énergie cinétique pure, implacable. L'impact fut d'une telle force que les lois de la résistance des matériaux cessèrent de fonctionner comme écrit dans les manuels. L'acier n'a pas été percé, il a été brisé. L'obus a traversé la plaque frontale, mais l'énergie ne s'est pas épuisée là. Une impulsion de choc monstrueuse a traversé tout le corps du char allemand. Les observateurs aux jumelles ont vu le Tigre trembler. Il a semblé bondir sur place. Et puis l'impossible s'est produit. La tourelle du char allemand, pesant des tonnes, a été arrachée de son chemin de roulement. Les soudures de la coque, faites par des soudeurs allemands méticuleux, ont éclaté avec un craquement semblable à des coups de fusil. L'acier s'est fissuré comme du verre. « Touché !» a hurlé quelqu'un de la suite. « La tourelle! La tourelle a volé !» Ils coururent vers la cible à travers le champ boueux, oubliant grades et titres. Généraux, concepteurs, ingénieurs. Ce qu'ils virent de près les fit taire. Ce n'était pas une perforation, c'était une annihilation. Un trou déchiqueté dans le blindage frontal dont les bords avaient fondu sous l'effet du frottement. À l'intérieur du char, le chaos. Le moteur arraché de ses fixations, les cloisons écrasées en accordéon. Même sans la détonation des munitions, l'énergie cinétique de l'obus avait transformé les entrailles du Tigre en hachoirs. L'équipage, s'il avait été à l'intérieur, serait mort instantanément de barotraumatisme et des éclats de son propre blindage. Cotin s'approcha de la machine tordue. Il passa la main sur le bord déchiqueté du métal. Le métal était encore chaud. « Eh bien, camarade maréchal ?» demanda-t-il doucement. « La distance est-elle suffisante ?» Vorochilov regardait la tourelle arrachée, gisant dans la boue à 1 mètre de la coque. Il enleva sa casquette et essuya la sueur de son front. « Ce n'est pas un canon, Joseph. C'est une sentence. » C'était le moment de vérité. Ce jour-là, sur le polygone de Kubinka, le mythe de l'invulnérabilité des chars allemands est mort. Il est devenu clair. Plus besoin de viser les trappes du conducteur ou d'essayer de contourner par le flanc. Plus besoin de jouer au chat et à la souris. Le 122 mm résolvait n'importe quel problème. Même si l'obus ne perçait pas le blindage, il commotionnait l'équipage jusqu'à la perte de conscience.
Ils mettaient hors service la transmission. Ils détruisaient les instruments d'observation. C'était un chaos par coups de massue. Mais la joie était retenue. Les ingénieurs grimpaient déjà sur le blindage de l'IS avec des règles et des carnets. « Le frein de bouche s'est brisé après le 3e tir », crie le représentant militaire en inspectant le canon. « Fissure sur la chambre. On refait. » Cotin écrit déjà quelque chose dans son carnet. « On renforce la structure, on change l'alliage. L'essentiel, c'est que le tube tienne la pression. » Les tirs continuèrent jusqu'à la tombée de la nuit. On tira sur les flancs, on tira avec des obus explosifs sur des blocs de béton. Les résultats étaient stupéfiants. 25 kg d'explosifs et d'acier transformaient les fortifications en béton, en gravat. Il devint évident. Cette machine n'était pas seulement un chasseur de chars. C'était un outil de percée universel. Un canon d'assaut capable d'ouvrir la route à l'infanterie à travers n'importe quel obstacle. Le soir, quand l'équipe fatiguée retournait aux casernes, les conversations ne tournaient qu'autour d'une chose. Du fait que maintenant, l'armée rouge avait un bras long. Un bras très lourd, en acier. « Les Allemands ne savent pas », sourit le tireur d'essai, en allumant une cigarette de ses mains tremblantes. « Ils pensent encore qu'1,5 kilomètre, c'est leur zone de sécurité. »« Ils sauront bientôt », répondit le conducteur. « La surprise sera de taille et bruyante. » Ce jour-là, sur le polygone, l'arrêt de mort de la Panzerwaffe fut signé. Le document n'était pas écrit avec de l'encre sur du papier, mais avec des trous dans de l'acier allié. La course au calibre était gagnée. Il restait maintenant le plus difficile. Produire ces chars, former les équipages et livrer cet argument de poids là où on l'attendait le plus. Sur le front. Là où les équipages des T-34 continuaient de brûler, regardant avec espoir vers l'Est, attendant l'arrivée de celui-ci. La réponse du marteau. Février 1944. Ukraine. Région de Korsoun-Tcheptchenkovski. La météo est l'ennemi de toute technique. De la neige fondue mêlée à de la pluie, un brouillard qui dévore les contours des objets à 100 mètres à peine. Une boue telle que la botte s'y enfonce jusqu'à la tige. La terre ici est grasse, noire, et maintenant elle est mélangée à de l'essence et du sang. C'est un chaudron, un hachoir géant dans lequel est broyé un groupement de la Wehrmacht. Les coins blindés allemands tentent de percer l'anneau d'encerclement de l'extérieur. À l'avant-garde avancent les bataillons de chars lourds. Tigre et Panthère, l'élite. Ils ont l'habitude d'être maîtres de la situation. Leur tactique est rodée depuis des années. Occuper une hauteur dominante, régler la distance à 2000 mètres et fusiller méthodiquement les chars soviétiques qui ne peuvent tout simplement pas riposter. Ce n'est pas un combat, c'est un stand de tir. Les commandants allemands se sentent comme les opérateurs d'une machine à tuer complexe mais sûre. L'excellente optique Zeiss leur permet de voir la cible là où le tireur russe ne voit qu'une tache floue. À l'intérieur du Tigre allemand, il fait chaud. Le chauffage fonctionne. Le commandant, un Oberleutnant, essuie les oculaires de ses jumelles avec une serviette en peau de chamois. « Je vois des cibles à midi. » Sa voix dans le laryngophone est calme, voire paresseuse. « Distance 2200. Les Russes sont dans le champ. Les imbéciles. »« Ce sont des T-34 » demande le tireur en tournant le volant de pointage. « Quelle importance » ricane le commandant. « Pour nous, ce sont juste des cibles. Charge un perforant. Nous allons les brûler maintenant. Et ensuite, nous déjeunerons. » Ils ne savent pas. Ils ne savent pas encore que les règles du jeu ont changé cet hiver. De l'autre côté du champ, cachés par les plis du terrain et les filets de camouflage, se tiennent de nouvelles machines. Leurs silhouettes sont plus basses et plus larges que d'habitude. De longs canons
avec des freins de bouche massifs, regarde vers les positions allemandes, comme les doigts accusateurs du destin. Un régiment séparé de chars lourds de la garde, IS-2. Des machines sortant tout juste de l'usine. La graisse d'usine ne s'est pas encore effacée sur le blindage, mais les équipages sont déjà en colère. En colère à cause du froid, de la fatigue, du souvenir de l'année 41. À l'intérieur de l'IS, c'est étroit. Ça sent le gasoil et le drap mouillé. Le chargeur, un gars costaud aux larges épaules, tient sur ses genoux un obus de 25 kg. Ses mains sont pleines d'huile, ses muscles sont tendus. Il attend l'ordre. « Distance 2000 !» La voix du commandant dans le casque sonne comme un grincement de métal. « Je vois la machine de tête !» Il présente son flanc, l'insolent. « C'est loin, camarade commandant !» doute le tireur. « Et si on rate ?» Cessez de douter. Ce n'est pas du 76 mm, c'est du 122. Touche juste la silhouette. La physique fera le reste. Dans le viseur allemand, tout est calme. La croix est pointée sur le char soviétique. Le tireur allemand retient son souffle, mais il n'a pas le temps de tirer. Un flash du côté soviétique de l'horizon est éblouissant, même à travers le brouillard. Une seconde plus tard, un son parvient aux positions allemandes. Un grondement bas, guttural, qui fait trembler la terre sous les chenilles. Et un instant plus tard, il se produit ce que les tankistes allemands n'avaient jamais vu. L'obus frappe le tigre de tête. Ce n'est pas le ricochet sonore auquel ils sont habitués, c'est un coup sourd, mou, comme si le poing d'un géant s'était écrasé sur une boîte de conserve. L'énergie cinétique de l'impact est telle que la machine allemande de 50 tonnes pivote sur place. À l'intérieur du Tigre, l'enfer arrive instantanément. Le blindage ne tient pas. Il éclate, se brise en morceaux, se transformant en éclats secondaires qui hachent l'équipage. La détonation des munitions arrache la tourelle. La construction de plusieurs tonnes s'envole dans les airs, tournoie et tombe dans la boue à côté de la coque. Une colonne de flammes monte vers le ciel. Dans les terres du bataillon allemand, un silence plane une seconde. Puis, il explose en panique. « D'où vient le tir ?» hurle quelqu'un sur les ondes. « La distance est hors de portée, c'est de l'artillerie. »« Non, ce sont des chars. J'ai vu le flash. Ils tirent de 2 kilomètres. »« Impossible. Les Russes n'ont pas de tels canons. En arrière, tout le monde en arrière. » Deuxième tir. Troisième. Les poids lourds soviétiques tirent rarement, mais terriblement. La cadence de tir est faible. 1 minute et demie à 2 minutes par tir. Mais chaque obus est une sentence. Le chargeur dans l'IS travaille comme un damné. Un mouvement brusque. L'obus est dans la culasse. Un autre, la douille suit. Le claquement de la culasse. Prêt ? Feu ! Un autre tigre s'enflamme comme une boîte d'allumettes. L'optique allemande, leur avantage vanté, devient inutile. À quoi bon voir l'ennemi s'il vous tue avant que vous ne puissiez riposter efficacement ? La distance de sécurité a disparu. Elle n'existe plus. Le chaos commence sur le champ de bataille. La formation allemande se brise. Les machines, qui, il y a 1 minute encore, allaient à l'attaque comme à la parade, commencent à reculer, se heurtant les unes aux autres. Les chenilles patinent dans la boue. Les conducteurs tirent sur les leviers, essayant de sortir les chars de la zone de destruction. Mais la zone de destruction est maintenant partout où porte l'obus de 122 mm. « On part ! Hans, fais demi-tour !» crie le commandant du 2e Tigre, regardant la machine de son chef de section se transformer en brasier. Ce ne sont pas des T-34, ce sont des monstres. « La chenille !» hurle le mécanicien. « On est coincé !» Impact. L'obus touche la plaque frontale supérieure. Le blindage n'est pas percé, mais sous le coup monstrueux, la transmission à l'intérieur du char est arrachée.
L'équipage subit une commotion gravissime. Le sang coule des oreilles et du nez. Ils sont vivants, mais le combat est fini pour eux. Ils sont assourdis, désorientés et paralysés par la terreur. C'était un renversement des rôles. Le prédateur s'est instantanément transformé en proie. L'effet psychologique était plus fort que les dommages physiques. Les tankistes allemands, habitués à croire en l'invulnérabilité de l'acier Krupp, ont soudainement pris conscience de leur mortalité. Leur foi en la technique a été détruite en un combat d'hiver. Les tankistes soviétiques, dans leurs machines étroites et enfumées, le sentaient. Ils voyaient l'ennemi, jusque-là hautain et arrogant, commencer à paniquer. « Il fuit les ordures !» Le chargeur essuie la sueur de son front avec sa manche, laissant des traînées d'huile sur son visage. « Alors, on leur envoie encore un cadeau ?»« Absolument. » Le commandant se colle au viseur. « Pour Koursk, pour 41. Charge un explosif. » La neige autour est devenue noire de suie. Les chars allemands en feu fumaient, faisant fondre la glace autour d'eux. Les IS-2 se tenaient comme des falaises inébranlables au milieu de cette tempête de feu. Leur blindage avait résisté à plusieurs impacts. Les obus allemands, tirés dans la panique, avaient ricoché sur les tourelles moulées. Ce jour-là, près de Korsun, la Wehrmacht a appris une nouvelle leçon. Le char russe ne cherche plus le contact. Le char russe frappe de loin. Et ce coup est impossible à parer. La rapière fine et élégante de la tactique allemande s'est brisée contre la massue lourde, grossière, mais inéluctable du calibre soviétique. La chasse d'hiver avait commencé, et le gibier, c'était désormais les tigres. Été 1944. Opération Bagration. Si en hiver, près de Korsun, la Wehrmacht avait reçu une gifle, maintenant l'attendait un coup de marteau de forge de toute volée. Ce n'étaient plus des piqûres ponctuelles ou des duels de prédateurs solitaires. C'était une avalanche. L'industrie soviétique, accélérée à son régime maximal, déversait sur le front des flots d'acier. Des trains entiers de nouveaux chars lourds allaient vers l'ouest en une file ininterrompue, grondant sur les joints des rails. Les usines de l'Oural travaillaient en 3 équipes, transformant le minerai en instrument de vengeance. Et maintenant, cet instrument était entre les mains d'une armée qui avait appris à s'en servir. Les forêts et les marais biélorusses, que les généraux allemands considéraient infranchissables pour la technique lourde, tremblèrent. Le grondement de centaines de diesels se fondait en un seul son bas et vibrant qui bouchait les oreilles. Les IS-2 n'allaient pas par les routes. Ils passaient là où l'ennemi ne les attendait pas, brisant des pins centenaires comme des allumettes. Les larges chenilles pétrissaient la boue marécageuse, mais les machines rampaient en avant, obstinément et inéluctablement. C'était un rouleau compresseur, un mécanisme qui n'a pas de marche arrière. La statistique de cet été-là était sèche et impitoyable, comme un rapport comptable à la morgue. Pour un IS-2 perdu, il y avait 3, voire 4 machines allemandes détruites. C'était la mathématique de la domination. Les canons anti-chars allemands de calibre 75 mm, encore récemment redoutables, cognaient désormais impuissants leurs boulets contre le blindage frontal des géants soviétiques, ne laissant que des éraflures et des éclats. En réponse, arrivait un obus explosif pesant 25 kg, transformant l'équipe de pièces en poussière et le canon en ferraille. « Je vois un barrage! Batterie anti-char !» La voix du commandant dans le casque est calme. Il n'y a pas de peur, seulement une colère affairée. « Charge à fragmentation! Fragmentation prêt !» Le chargeur, trempé de sueur, enfonce l'obus dans la culasse d'un seul mouvement fluide. Il n'a pas besoin qu'on lui rappelle le rythme. Il sent lui-même le rythme du combat. « Feu !»
l'obus explose au centre de la position allemande. L'explosion est d'une telle force que les troncs d'arbres alentours sont coupés comme par un rasoir. La terre vole en l'air en une fontaine noire. Là où une seconde plus tôt se trouvaient les artilleurs allemands, il n'y a plus qu'un cratère et du fer tordu. Le char ne ralentit même pas. Il traverse la fumée et la suie, faisant cliqueter ses chenilles sur les débris du canon ennemi. Le craquement du métal sous les patins sonne comme une musique pour l'équipage. À l'intérieur du char règne une atmosphère de fureur froide. Ce ne sont plus les gamins qui brûlaient en 41. Ce sont des loups. Ils connaissent le prix de la vie et le prix de la mort. Ils se souviennent de la retraite, de l'amertume des défaites, et maintenant, ils rendent les dettes, avec intérêt. « Tu te souviens comme ils nous ont couru après, près de Minsk, Sergueï » crie le conducteur en changeant de vitesse. « Les leviers sont durs, mais les bras sont gorgés de force. »« Je me souviens, » répond le commandant, collé au viseur. « Eh bien, pour Minsk, on va leur rendre maintenant. Et on ajoutera pour Brest. » La défense allemande craquait de toutes parts. Leurs tigres et panthères s'agitaient, essayant de boucher les trous, mais ils étaient trop peu nombreux. Et ils n'étaient plus les maîtres. Dès qu'un char allemand sortait de son abri, un feu concentré d'un peloton d'IS s'abattait sur lui. 3 ou 4 canons de calibre 122 mm tiraient en salve. Personne n'avait de chance de survivre sous une telle averse d'acier. Même si le premier obus ricochait, le deuxième et le troisième brisaient le blindage, arrachaient les tourelles, incendiaient les réservoirs de carburant. La logistique de l'offensive était monstrueuse. Les chars dévoraient le carburant par tonnes. Les obus étaient consommés par trains entiers. Mais la machine de ravitaillement fonctionnait. Les tankistes, noirs de suie et d'huile, faisaient le plein en marche, se passant les bidons à la chaîne sans couper les moteurs. Il était interdit de s'arrêter. Le rythme décidait de tout. On ne laissait aux Allemands ni une seconde de répit, ni une chance de se retrancher, ni une possibilité de se regrouper. Dans les forêts près de Bobruisk, les IS-2 sont tombés sur une colonne allemande tentant de s'échapper du chaudron. Ce n'était pas une bataille, c'était un massacre. Les chars soviétiques écrasaient simplement les camions et les transports de troupes avec leurs chenilles, sans gaspiller d'obus. La machine lourde pesant 46 tonnes transformait tout ce qui tombait sous ses chenilles en une galette plate. Cris, coups de feu, rugissements des moteurs, tout se mélangeait en une cacophonie de destruction. « Économise les obus !» hurle le commandant. « Écrase-les! Écrase-les, simplement !» Le conducteur ne fait que grimacer dans l'obscurité du compartiment de combat. Il sent la machine comme son propre corps. Chaque secousse de la coque se transmet à sa colonne vertébrale. Il ne ressent pas de pitié. La pitié est restée là-bas, en 41, dans un village brûlé près de Smolensk. Maintenant, il n'y a que le travail. Un travail sale, dur, de nettoyage de la terre. Les coins blindés fendaient la terre biélorusse, laissant derrière eux des tranchées d'arbres abattus et de techniques allemandes en feu. Les équipages dormaient par bribes, directement dans les chars, posant la tête sur la culasse des canons. Ils mangeaient des biscuits secs, les arrosant d'eau de leurs gourdes qui sentaient l'huile. Mais il n'y avait pas de fatigue. Il y avait l'adrénaline. Il y avait le sentiment enivrant de la victoire. Le sentiment d'être assis à l'intérieur de la machine de combat la plus puissante du monde et que personne ne peut vous arrêter. La Wehrmacht abandonnait sa technique dans la panique. Des Tigres et des Ferdinand intacts restaient sur les bas-côtés, réservoirs vides. La logistique allemande s'était effondrée sous les coups de l'aviation soviétique et des percées blindées. Les tankistes soviétiques passaient devant ces géants abandonnés sans même tourner leurs tourelles. L'ennemi vaincu ne les intéressait pas. Ce qui les intéressait, c'étaient ceux qui résistaient encore. L'opération Bagration devint la démonstration de ce qui arrive lorsque le génie de l'ingénierie s'allie à la production de masse
et à la maîtrise tactique. L'IS-2 devint le symbole de cet été-là. Pas un héros solitaire, mais une partie d'une immense meute d'acier, implacable comme une force de la nature. C'était la marche de la vengeance. Le cliquetis des chenilles sonnait comme le glas pour le groupe d'armées Centre. Vers la fin de l'été, quand les chars atteignirent les frontières de la Prusse orientale, l'apparence des machines avait changé. Le blindage était rayé par les éclats, la peinture brûlait, les garde-boue arrachés. Mais c'étaient les cicatrices des vainqueurs. Les équipages regardaient vers l'ouest avec des yeux méchants et joyeux. Ils savaient, le pire était derrière eux. Ils avaient brisé l'échine de la bête. Il ne restait plus qu'à l'achever dans sa propre tanière. Et ils avaient pour cela l'outil idéal. 122 mm d'arguments contre lesquels Hitler n'avait plus d'objection. Automne 1944, pays baltes. La guerre a changé de géométrie. Les vastes champs et les bocqueteaux, où l'on pouvait manœuvrer et respirer à plein poumon, sont restés derrière. Maintenant, l'horizon s'est rétréci à la largeur d'une rue urbaine. L'IS-2, créé pour les duels à longue distance dans les steppes, rampait dans le sac de pierre des villes européennes. Ici, au milieu de l'architecture gothique et des ruelles étroites, le géant de 46 tonnes se sentait comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Mais cet éléphant était en rage, et il n'était pas venu acheter de la vaisselle, mais abattre les murs. Le combat urbain, c'est la claustrophobie portée à l'absolu. Pour un tankiste, c'est l'enfer. La visibilité à travers les épiscopes est minime. N'importe quelle fenêtre, n'importe quel sous-sol, n'importe quel grenier peut cacher la mort. Ici, les lois de la balistique à longue portée ne fonctionnent pas. Ici, c'est la loi de la massue qui prime. Les distances se sont réduites de façon ridicule. 50, 100 mètres. À une telle distance, il est impossible de rater, mais aussi de survivre si l'adversaire tire le premier. L'infanterie se plaque contre le blindage. Des fantassins crasseux, fatigués, dans des vareuses poussiéreuses, regardent le char comme une icône. Pour eux, cette montagne d'acier est la seule chance de passer la rue suivante et de rester en vie. « Commandant !» Un lieutenant d'infanterie frappe avec la crosse de son fusil mitrailleur sur le blindage, couvrant le crépitement des mitrailleuses. « Maison d'angle, 3e étage ! La mitrailleuse nous empêche de lever la tête. Et dans le sous-sol, il y a quelque chose de lourd. Ça tape depuis un soupirail. Reçu l'infanterie. La voix du commandant de char est sourde, calme. Il ne voit pas les visages des soldats. Il ne voit que des cibles. Écartez-vous. On va faire des rénovations. La tourelle de l'IS commence à tourner lentement. Le canon de près de 6 mètres accroche l'enseigne d'un magasin, l'arrachant de ses fixations. Du plâtre tombe sur le blindage. Dans l'étroitesse des rues de la ville, tourner le canon est toute une opération spéciale. Le conducteur travaille les leviers avec une précision d'orfèvre, faisant pivoter la coque pour donner au tireur un secteur de tir. Explosif! L'ordre est court comme un coup de feu. Le chargeur tient déjà l'obus. 25 kg. OF 471. À l'intérieur de ce lingot d'acier, presque 4 kg de TNT. Ce n'est pas une aiguille perforante, c'est de l'énergie pure, de destruction. Dans la tourelle étroite, où chaque centimètre compte, le chargeur exécute une danse complexe avec le métal lourd. Engager l'obus, pousser la douille, fermer la culasse. Prêt! La cible dans le viseur est une fenêtre résidentielle ordinaire, barricadée avec des sacs de sable. De là sortent les flashs d'une mitrailleuse allemande MG42. Le tireur ne vise pas le mitrailleur, c'est inutile. Il pointe le réticule sur le trumeau entre les fenêtres, dans la structure porteuse du bâtiment. La tâche n'est pas de tuer le tireur, la tâche est de détruire son abri.
Le tir en ville sonne différemment que dans un champ. L'onde sonore, se répercutant sur les murs des maisons, frappe les oreilles avec une force doublée. Les vitres des bâtiments voisins volent en éclats instantanément, arrosant la chaussée d'une pluie de verre. L'obus s'écrase dans la maçonnerie de briques. La fusée est réglée sur l'action explosive, avec retard. Le bloc perce le mur, vole à l'intérieur de la pièce, et c'est seulement là, en profondeur, qu'il détonne. Le résultat est monstrueux. La façade du bâtiment gonfle comme une bulle et s'effondre en une cascade de briques et de béton. La poussière obstrue instantanément toute la rue. La visibilité tombe à zéro. Quand la poussière retombe un peu, on voit qu'il n'y a plus de nid de mitrailleuses. Il n'y a plus d'angle de maison non plus. Il n'y a qu'un tas de ruines fumantes, d'où ne sort aucun son. Le char a joué le rôle d'architecte des ruines, réaménageant instantanément le paysage urbain. « C'est propre !» râle le commandant. « Mécanicien, en avant, au prochain carrefour !» L'infanterie se lève et court en avant, sautant par-dessus les briques cassées. Ils suivent le char, se cachant derrière sa poupe. Le char est leur bouclier et leur épée. Dans ces combats, l'IS-2 s'est révélé sous un jour nouveau et inattendu. C'était l'outil d'assaut idéal. Son obus de 122 mm possédait une telle énergie cinétique et un tel effet explosif qu'il lui importait peu de savoir ce qu'il frappait. Un char, un bunker en béton ou une maison en briques. L'effet était le même, la destruction. Les fortifications allemandes, qui auraient pu retarder l'offensive pendant des semaines, disparaissaient après 1 ou 2 tirs. « Bunker à droite! Une coupole en béton !» crie le tireur. Un point de feu allemand coulait dans le béton à bois. Des obus de 45 mm rebondiraient dessus comme des pois. Mais l'IS ne perd pas de temps à chercher les points faibles. « Perforant! Dans l'embrasure !» Impact. Le béton se fend. Le lourd obus à tête plate ne perce pas seulement la paroi. Il transmet l'énergie de l'impact à toute la structure. Le béton s'effrite, l'armature se rompt. La coupole du bunker glisse sur le côté comme un chapeau qu'on aurait fait tomber. À l'intérieur, le silence. La commotion d'un tel impact est incompatible avec la vie, même si aucun éclat n'a touché la garnison. À l'intérieur du char, l'équipage travaille à la limite. La ventilation ne parvient pas à évacuer les gaz de poudre. Les yeux piquent, dans la bouche un goût acide de poudre brûlée. La gorge est sèche. « De l'eau !» râle le chargeur en engageant un nouvel obus. « Pas d'eau !» répond le commandant. « Tu boiras après, au boulot !» Les combats urbains dictaient leurs règles cruelles. Le char était aveugle. L'infanterie était ses yeux. C'était une symbiose de métal et de chair. Sans l'infanterie, le char en ville est un mort, brûlé par des Faustniks depuis une porte cochère. Sans le char, l'infanterie est de la viande pour les mitrailleuses. Ils apprenaient à interagir au niveau de l'instinct. Un geste de la main, un coup sur le blindage, une rafale traçante vers la cible, et une seconde plus tard, 25 kg de morts y atterrissent. Parfois, il fallait tirer à travers les murs. L'IS-2 défonçait les clôtures, écrasait les barricades du poids de son corps. Le bruit de la pierre qui casse et le crissement du métal sur le béton devinrent le fond sonore permanent de l'offensive. Les tankistes cessèrent d'avoir peur des murs. Ils comprirent, pour le calibre 122 mm, les obstacles n'existent pas. Il n'y a que des cibles. Hans s'est retranché dans le sous-sol du grand magasin, rapporte l'éclaireur, grimpé sur le blindage. Il y a un mur d'1,5 mètre d'épaisseur. 1,5 mètre? Le commandant sourit en essuyant la suie de son visage. Alors on va mettre 2 obus, au même endroit. Et il mettait. La précision de sniper du canon lourd permettait de planter le 2e obus exactement dans le cratère du premier. Le premier brisait l'écorce, le second explosait à l'intérieur.
Le bâtiment s'effondrait sur lui-même, ensevelissant la garnison sous des tonnes de débris. Ce n'était pas une guerre de manœuvre, c'était une guerre de destruction d'abris. Un travail méthodique, sale, poussiéreux. À la fin de la journée, la rue se transformait en un tunnel gris, encombré des ordures de la guerre. Les IS se tenaient près de la place capturée. Leurs canons fumaient. La peinture sur les freins de bouche était brûlée jusqu'au métal. Les équipages sortaient, titubant de fatigue et d'intoxication. Les visages noirs, on ne voyait que le blanc des yeux et les dents. Ils regardaient l'œuvre de leurs mains, les brèches dans les murs, les plafonds effondrés, le silence qu'ils avaient apporté dans ce quartier. Ils ne se sentaient pas comme des héros. Ils se sentaient comme les manœuvres de la guerre à qui on avait donné la massue la plus lourde du monde et ordonné de raser le vieux monde pourri jusqu'aux fondations. Et ils s'acquittaient de cette tâche à merveille. L'opération Balt a montré « On ne peut se cacher du marteau de l'IS-2 derrière aucun mur. La pierre s'effrite, le béton se fissure, et la volonté de l'ennemi de résister se brise avec ses abris. Le char a cessé d'être simplement un chasseur de ses semblables. Il est devenu l'arme d'assaut absolue, la clé ouvrant toutes les portes, même si ces portes étaient soudées à mort. Automne 1944, Pologne. Tête de pont de Sandomierz. La terre ici est imprégnée d'humidité et de l'attente de la faim. Il semblait que l'échine de la Panzerwaffe était déjà brisée et qu'il ne restait qu'un élan jusqu'à Berlin. Mais le génie militaire allemand, acculé, a riposté avec un dernier argument monstrueux. Sur le champ de bataille, ils ont rampé. Les tigres royaux. Tigre 2. C'était le sommet de la mégalomanie technique allemande. 68 tonnes d'acier allié. Un blindage frontal avec des angles d'inclinaison rationnels, comme sur la Panthère, mais d'une épaisseur de 150 mm. Un canon d'une longueur de 71 calibres, capable de percer n'importe quel blindage à distance de vue. Ce n'était pas un char. C'était un bunker mobile, créé pour arrêter le temps et inverser le cours de l'histoire. La première rencontre avec ce monstre fut une douche froide pour les équipages soviétiques. Le schéma habituel, vu, tiré, détruit, qui fonctionnait avec les premiers tigres, a échoué. Perforant, dans le front, l'ordre habituel. Tir, fracas. Dans le viseur, on voit l'obus de 122 mm frapper la plaque frontale supérieure du géant allemand. Une gerbe d'étincelles, le hurlement d'un ricochet partant vers le ciel. Sur le blindage de l'Allemand, seulement un sillon profond. Le char continue de ramper, tournant lentement la tourelle vers l'offenseur. « Ça ne perce pas !» Le cri du tireur est plein d'une méchante stupéfaction. « Ricochet! L'angle est trop aigu! En arrière! Mécanicien! Recule dans le pli !» Le commandant évalue instantanément la situation. En projection frontale, le Tigre royal était presque invulnérable. Pour le percer de face, il fallait s'approcher à une distance mortellement dangereuse de 500 mètres. Et même là, le succès n'était pas garanti. Les ingénieurs allemands triomphaient. Ils avaient créé un bouclier qui résistait aux coups du marteau russe. Mais ils avaient oublié un détail. Le combat de chars n'est pas un tournoi de chevaliers où l'on se bat lance contre lance. Le combat de chars, c'est une chasse. La bataille des tactiques commença. Les as soviétiques comprirent vite. Rivaliser avec cette montagne de métal dans une fusillade frontale est un suicide. L'IS-2 pesait 46 tonnes. Le Tigre royal, presque 70. Cette différence de poids devint une sentence pour l'Allemand. Sur le sol mou de l'automne polonais, les mastodontes allemands s'enlisaient. Leurs moteurs, travaillant à la limite, hurlaient, s'étouffant de surcharge. La rotation de la tourelle était lente. L'hydraulique
ne parvenait pas à gérer l'inertie du lourd canon. « Il est lourd, Sergueï. Regarde comme il rampe. » Le commandant de l'IS fixait l'épiscope. « Il est maladroit comme une barge. Je vois. Vas-y à gauche. Coupe l'angle. On va le prendre par le flanc. Le temps qu'il tourne la tourelle, on sera déjà dans son foie. » Le diesel V2 rugit, crachant des nuages de fumée noire. L'IS-2, faisant cliqueter ses chenilles, s'élança. C'était de la boxe de blindés. Poids lourd contre poids lourd. Mais l'un d'eux avait misé sur une défense impénétrable, et le second, sur la puissance de frappe et la manœuvre. Le char soviétique utilisait les plis du terrain, les boqueteaux, les lits de ruisseaux. Il disparaissait du champ de vision du tireur allemand pour apparaître là où on ne l'attendait pas. De côté, le flanc du Tigre Royal, 80 mm. Plaque verticale, sans inclinaison. Pour le canon D25T, ce n'est pas du blindage. C'est du carton. Distance 800 mètres. L'IS-2 surgit de derrière la colline. Le char allemand commence à se retourner, les chenilles arrachent le gazon, mais la coque pivote douloureusement lentement. Le long canon de calibre 88 cherche encore sa cible, alors que le tireur soviétique a déjà aligné l'équerre du viseur avec le flanc plat de la tourelle allemande. « Flanc! Frappe sous la tourelle !» Respiration, battement de cœur, pression sur la détente. L'obus pesant 25 kg s'écrase dans l'acier allemand à un angle de 90 degrés. Aucun ricochet. L'énergie cinétique ne part pas en glissade. Elle part tout entière, jusqu'au dernier joule, dans la destruction. Le blindage n'est pas simplement percé, il est défoncé. Un énorme morceau d'acier est enfoncé à l'intérieur du compartiment de combat, agissant comme un projectile secondaire. Le râtelier de munitions, situé dans les niches de la boîte sous la tourelle, détonne instantanément. Une explosion d'une force monstrueuse arrache la tourelle du Tigre Royal. Le mastodonte de 68 tonnes se transforme en brasier. À l'intérieur de l'IS, un bourdonnement persiste après le tir. La douille tombe sur le plancher du compartiment de combat avec un tintement. Une fumée bleuâtre flotte dans l'air. « Prêt !» expire le tireur, essuyant la sueur de son front directement avec son casque. Il s'est fendu, l'ordure. « Et toi qui avais peur !» sourit le commandant, bien que ses mains tremblent aussi. « Les rois aussi sont mortels. L'essentiel, c'est de savoir où frapper. Cherche le suivant. » Dans ces combats à l'automne 44, le point final fut mis au débat entre le blindage et l'obus. Les Allemands avaient créé une forteresse parfaite, mais les tankistes soviétiques avaient trouvé la clé. Cette clé, c'est la manœuvre. L'IS-2 n'était pas un char parfait. Il était étroit, il avait une cadence de tir faible, un stock de munitions de seulement 28 obus. Mais entre les mains d'un équipage expérimenté, il devenait un instrument d'ablation chirurgicale de la technique allemande. La victoire sur les Tigres royaux eut une importance psychologique colossale. Les tankistes allemands, qui croyaient en invulnérabilité de leur nouvelle technique miracle, subirent de nouveau un choc. Leur blindage, leurs peaux épaisses, leur perfection technique se révélèrent impuissants face aux chasseurs russes rusés et cruels, armés d'un calibre naval. Sur les champs près de Sandomierz, fumaient les carcasses des chars les plus puissants de la Wehrmacht. Métal tordu, tourelles arrachées, coques éclatées par des explosions internes, c'était le cimetière des espoirs allemands. Les chars soviétiques passaient devant eux vers l'ouest. Devant, la frontière du Reich se profilait déjà. Le paysage changeait. Les champs laissaient place à une construction dense, des autoroutes en béton et, enfin, des zones fortifiées que les Allemands qualifiaient d'imprenables. Là-bas, devant, l'examen le plus terrible les attendait. Pas des duels de chars en espace ouvert,
mais une lutte acharnée dans le béton et la brique. Les hauteurs de Zelo et les rues de Berlin. Là où la distance de combat se réduirait à un jet de grenade, et où l'ennemi serait assis dans chaque fente avec un Panzerfaust. L'IS-2 devait changer son rôle de chasseur pour celui de bélier. Un bélier d'acier qui devait défoncer les dernières portes de la citadelle nazie. Avril 1945, hauteur de Zelo. Ce n'est plus une guerre de manœuvre, c'est une guerre de choc frontal. Devant les coins blindés, pas simplement une ligne fortifiée, mais un millefeuille de béton, d'acier et de désespoir. Les Allemands comprennent. Derrière eux, c'est Berlin. Nulle part où reculer. La densité du feu est telle ici que l'air semble composé de plomb et d'éclats plus que d'oxygène. Les IS-2 partent à l'attaque comme des brise-glaces dans les glaces. Les chenilles déchirent la terre, labourée par des milliers de cratères. Il n'y a nulle part où se cacher. Les plis du terrain sont balayés par des tirs croisés. Les chars rampent vers le haut de la pente, moteurs hurlant à plein régime. Le blindage teinte sous les impacts de petits calibres, comme une cloche. Les éclats d'obus arrachent l'équipement extérieur, déchirent les caisses de pièces de rechange, coupent les antennes. Mais les machines de 46 tonnes ne s'arrêtent pas. Elles jouent le rôle de bélier. Leur tâche est d'encaisser le coup principal, d'ouvrir la défense comme une boîte de conserve et de laisser passer dans la brèche les T-34 plus légers et rapides. « Plus à gauche! Tourne plus à gauche !» La voix du commandant dans l'interphone se noie dans le fracas des explosions dehors. « Je vois des flashs! Un bunker sur la crête !»« Distance 600 !» hurle le tireur. « Feu !» Le canon crache des flammes. L'obus pesant 25 kg part vers la cible. Au sommet de la colline fleurit une fleur de feu. Des rondins et de la terre volent à des dizaines de mètres en l'air. Le point de mitrailleuse se tait à jamais. Mais le plus terrible commence après. Quand les hauteurs sont prises et que les armées blindées pénètrent dans les banlieues de Berlin. Le paysage change instantanément. Les larges champs cèdent la place aux canyons de pierre des rues. Pour un char lourd, c'est un piège. Le long tube du canon D-25T devient ici un problème. Il est difficile de le tourner dans une ruelle étroite. Il accroche les murs, les lampadaires. Le secteur de tir se réduit à un couloir étroit devant. Berlin est transformé en forteresse. Chaque fenêtre est une embrasure. Chaque sous-sol est un bunker. Chaque tas d'ordures peut cacher la mort. Et cette mort a un nom. Panzerfaust. Un tube bon marché avec une grenade à charge creuse. L'arme du désespoir, distribuée à tous, des vieillards du Volkssturm aux gamins des jeunesses hitlériennes. Pour l'IS-2, c'est la menace principale. Son épais blindage, conçu pour les coups de boulet cinétiques, est impuissant face aux jets de cuivre en fusion, brûlant l'acier comme du beurre. « Faustnik !» À droite, 2e étage. Le cri du parachutiste sur le blindage tourne au hurlement. Trop tard. Le son sifflant caractéristique du tir. Impact sur le flanc. Le jet cumulatif perce 80 mm de blindage en une fraction de seconde. À l'intérieur du compartiment de combat, l'enfer s'embrase. La température grimpe à des centaines de degrés. Des éclaboussures de métal en fusion fouettent les visages, enflamment les vêtements imprégnés d'huile. Si le jet touche les douilles de poudre, l'équipage est condamné. La tourelle est arrachée de son chemin de roulement et la lourde machine se transforme en fausse commune. Les pertes augmentent. Les chars brûlent au carrefour, barrant la route aux vivants. Mais l'avalanche ne s'arrête pas. Les équipages changent de machine et repartent au combat. La tactique change en cours de route. Maintenant, l'IS-2 ne marche pas seul. Il avance en lien avec des groupes d'assaut. L'infanterie nettoie les étages, les mitrailleurs abattent les tireurs de Panzerfaust avant qu'ils n'aient le temps de tirer. Et le char
Le char travaille comme un chirurgien qui ampute des entrées entières d'immeubles. Dans cette maison, 3e étage, fenêtre d'angle, t'y vois? Je vois. Démonte-le! L'explosif de 122 mm s'écrase dans la façade de la maison d'habitation. L'explosion emporte le mur extérieur. Des chambres avec des meubles, des tableaux au mur et un servant de mitrailleuse s'effondrent dans un nuage de poussière. Les tankistes ne voient pas les gens. Ils voient des points de feu. Pas de pitié. Il n'y a que la mécanique de la suppression du feu. Si l'ennemi ne se rend pas, on l'ensevelit sous les débris de son propre abri. Les rues de Berlin sont encombrées de barricades. Des tramways remplis de pierres, des rails plantés dans l'asphalte, des blocs de béton. Les Allemands pensaient que cela arrêterait les chars soviétiques. Naïfs. L'IS-2 s'approche de la barricade. Distance 50 mètres. Perforant, dans la base! Impact. L'obus, possédant l'énergie d'un train en marche, s'écrase dans la structure. Le wagon de tramway est déchiqueté. Les essieux volent comme des jouets. Les blocs de béton s'effritent en gravats. Mécanicien, éperonne! La carcasse de 46 tonnes s'écrase avec élan dans les restes de l'obstacle. Le grincement du métal contre le métal est à faire grincer les dents. Le moteur hurle, crachant des nuages de fumée noire. Les chenilles font des étincelles sur l'asphalte. Mais la machine rampe en avant, écartant et écrasant l'obstacle. La voie est libre. À l'intérieur du char, un étouffoir. Les ventilateurs ne suffisent pas. L'air est épais de gaz de poudre, de poussière et de brûlé. L'équipage travaille dans un état semi-inconscient. Les visages sont gris, les yeux rouges. L'eau dans les gourdes est chaude et a un goût de fer. Le chargeur, un homme costaud, tient à peine sur ses jambes. Les 25 kg de l'obus semblent maintenant peser 1 tonne. « Vas-y, Vania, vas-y! Encore un peu !» râle le commandant, remuant lui-même à peine la langue. « Le Reichstag est tout près !» Il ne voit pas le Reichstag. Il ne voit que le prochain carrefour, noyé dans la fumée. Il ne voit que les éclairs des tirs depuis les portes cochères. Berlin brûle. Brûle tellement qu'il fait clair comme en plein jour la nuit, et sombre comme au crépuscule le jour à cause de la fumée. Le soleil est un disque rouge terne à travers la suie. Le combat se livre pour chaque mètre, pour chaque maison. Il arrive souvent que le rez-de-chaussée soit à nous, le deuxième aux Allemands, le troisième de nouveau à nous. Un combat en millefeuille. Dans une telle situation, le char tire à bout portant, directement dans les fenêtres du rez-de-chaussée. L'obus transperce le bâtiment de part en part, emportant les cloisons. Le bâtiment s'affaisse. « Derrière! Panthère dans la ruelle !» Hurlement dans les terres. Le char allemand, caché dans les ruines, tente de frapper par l'arrière. Pas le temps de tourner la tourelle. « Mécanicien, demi-tour sur place !» L'IS-2, rugissant, pivote sur une chenille, brisant la bordure du trottoir. L'Allemand tire. Ricochet. L'obus érafle la joue moulée de la tourelle, laissant un profond sillon. Le char soviétique riposte instantanément. À cette distance, impossible de manquer. L'explosion de la machine allemande est d'une telle force que les tuiles des maisons voisines sont arrachées. Ce n'est plus de la tactique, c'est de la rage. La rage du métal. Les chars avancent sur les cadavres, sur les débris, sur l'asphalte en feu. Aucune pitié, aucun prisonnier. Seulement en avant, vers le centre de cette ville maudite. Là où se terre l'araignée. Les équipages savent. Beaucoup d'entre eux ne vivront pas jusqu'au soir. La statistique des combats urbains est impitoyable. La survie d'un char en combat de rue se mesure en minutes. Mais il n'y a pas de peur. Il y a du fatalisme et de la colère. De la colère pour les 4 longues années de chemin vers cette ville, pour les maisons détruites,
pour les amis morts. « Charge !» crie le commandant, voyant devant lui la masse grise d'un bâtiment d'où tirent des canons anti-aériens abaissés en tir direct. « Prêt !»« Prends ça, fasciste, c'est un colis !» Tir, et de nouveau le rechargement. Respiration lourde, claquement de la culasse. Ce rythme ne se brise pas une seconde. L'IS-2, comme un énorme marteau d'acier, méthodiquement, coup après coup, enfonce des clous dans le couvercle du cercueil du Troisième Reich. Berlin tremble sous les coups, le béton s'effrite, et à travers la poussière et le feu apparaissent les contours de la victoire. Mais il faut encore l'atteindre, à travers le feu, à travers la mort, à travers ce labyrinthe de pierres sans fin. Le combat est en rythme. Pour les équipages des chars moyens T-34, ce rythme ressemble à une rafale de mitrailleuses. Tir, claquement de culasse, tintement de douille, nouvel obus, tir. 5, 6, parfois 8 coups par minute. C'est de l'excitation, c'est de la vitesse, c'est une grêle de blocs d'acier. À l'intérieur du lourd IS-2, le temps s'écoule différemment. Ici, le rythme ressemble au coup d'un marteau hydraulique dans une forge. Lentement, lourdement, de toutes ses forces. Mais si le coup atteint sa cible, un second coup n'est plus nécessaire. Le pire ennemi de l'équipage de l'IS-2, c'est le chronomètre dans la tête du commandant. La cadence de tir du canon D-25T est le talon d'Achille de la machine. 2, maximum 3 coups par minute. Et cela à condition que le chargeur soit un athlète qui ne soit pas encore épuisé, et que le char ne saute pas sur des nids de poules. Dans les étroites 20-30 secondes entre les tirs, tient une éternité. Pendant ce temps, une panthère allemande, dotée d'un canon à tir rapide, a le temps de tirer 3 obus. 3 chances de vous tuer pendant que vous préparez votre unique réponse. « Vide !» crie le tireur après le tir. La culasse s'ouvre avec un lourd soupir, éjectant un nuage de fumée âcre. Maintenant, tout dépend d'une seule personne, le chargeur. Dans ce combat, il est le moteur du canon. Il n'a pas de blindage sur lui, mais de ses muscles dépend la vie de tout l'équipage. Le chargement séparé est le prix à payer pour la puissance. L'obus à part, la charge dans la douille à part. Une munition unique d'un tel calibre aurait été trop longue et trop lourde, impossible à manipuler dans une tourelle étroite. Le chargeur plonge vers le râtelier. L'obus pèse 25 kg. Ce n'est pas juste un poids. C'est un bloc d'acier huilé et lisse qui cherche à glisser des mains moites. Le char fait des à-coups, avance sur des briques cassées. Garder l'équilibre avec une telle charge est une tâche de circassien, pas de soldat. Mais il tient. « Obus !» râle-t-il, en enfonçant la tête dans la culasse. Bruit de métal contre métal. Un coup sourd, lourd. Maintenant, il faut le refouloir. Un bâton spécial en bois ou en métal pour pousser l'obus profondément dans les rayures du canon. Si on ne l'enfonce pas, la culasse ne fermera pas, ou il y aura un raté. Un coup sec du bras, l'obus part au fond du tube. Mais ce n'est que la moitié du travail. Maintenant, la douille. Un gobelet en laiton avec de la poudre. Elle est plus légère, mais elle est volumineuse. Le chargeur saisit la douille, la pousse à la suite de l'obus. Douille! Claquement de la culasse à quoi. Ce son est le plus désiré par l'équipage. Il signifie que le char est redevenu une arme, et non plus une simple cible. « Prêt !» Ce cri se noie dans le bruit du combat, mais le commandant l'entend, non pas avec ses oreilles, mais avec sa peau. Toute la philosophie du combat sur l'IS-2 repose sur le concept du « coup au but garanti ». Nous n'avons pas le droit au tir de réglage. Nous n'avons pas le droit à la fourchette. Chaque tir raté, c'est une demi-minute sans défense.
une demi-minute où l'ennemi vous voit et où vous ne pouvez pas répondre. Cela oblige le tireur à travailler avec une précision chirurgicale et le commandant avec un calcul glacial. « Ne te presse pas !» Le commandant pose la main sur l'épaule du tireur, bien que celui-ci ne le voie pas. « Calme ta respiration. Frappe à coup sûr. » Dans le viseur, le char allemand manœuvre. Il sait que le lourd russe recharge. Il essaie d'utiliser ce temps pour réduire la distance ou sortir de la ligne de tir. C'est un jeu de nerfs. Qui craquera le premier? Le tireur qui tirera trop tôt et ratera, ou l'Allemand qui risquera de s'exposer au coup pour une position avantageuse? Mais quand le tir part, toutes les questions sont levées. C'est là que réside l'essence du calibre 122 mm. Les canons allemands de 75 mm fonctionnent comme des perforatrices. Ils percent le blindage, tuent l'équipage avec des éclats, endommagent les composants. Mais le char reste souvent réparable. L'IS-2 fonctionne différemment. Il ne fait pas de trous. Il détruit la structure de la matière. L'énergie cinétique de l'obus de 25 kg est telle que l'impact, même sans pénétration, provoque un effet de cloche. Le blindage tremble à une telle fréquence que les soudures éclatent et les boulons à l'intérieur du char se transforment en mitraille, tuant son propre équipage. Et s'il y a pénétration, l'espace intérieur de la machine ennemie se remplit instantanément d'une surpression. Les trappes sont arrachées de leurs gonds. Une tourelle de 10 tonnes peut être projetée en l'air. Le carburant et les munitions détonnent sous la secousse monstrueuse. Nous ne tirons pas souvent. Nous n'en avons pas besoin. Un seul tir d'IS-2 équivaut en force destructrice à la salve d'une batterie entière de chars moyens. C'est une arme de finition, une arme de point final. Après l'impact d'un obus de 122 mm, il n'y a pas de machine blessée. Il n'y a que des machines détruites. Je vois la cible. Panthère, flanc, courte, commande le commandant pour l'arrêt. Tirer en marche avec un tel canon est un gaspillage de munitions. Le char se fige une seconde, amortissant le balancement. Tire. Lourd recul du canon. Le char tressaille de tout son corps, comme une bête bondissant sur sa proie. Et immédiatement, sans pause, commence un nouveau cycle de travail de forçat pour le chargeur. « La douille! Putain, la douille est coincée !» crie-t-il en essayant d'arracher le laiton brûlant de l'extracteur. « C'est chaud !» Les mains sont brûlées. Les gants sont imbibés d'huile depuis longtemps et glissent. Il tire la douille vers lui, s'écorchant les doigts. Elle tombe sur le plancher avec un tintement. La fumée pique les yeux. Le ventilateur au-dessus de la tête bourdonne, mais il ne sert pas à grand-chose. « Obus! Donne l'obus !» presse le commandant. Le temps file. Les secondes tombent comme des gouttes de sang. Au 10e tir, le chargeur est dans un état groggy. Le dos ne se redresse plus, les bras sont lourds comme du plomb, ça bourdonne dans la tête. Remuer 250 kg de ferraille dans une boîte étroite et tangente, dont la fumée et l'intoxication, c'est un travail au-delà des capacités humaines. Mais il continue, parce qu'il sait, tant que le canon tire, ils sont vivants. Imperfection technique? Peut-être. Les analystes occidentaux écriront plus tard que le chargement séparé était une erreur, que la cadence de tir était trop faible. Mais ils écriront cela assis dans des bureaux confortables. Et ici, sur les rues du Berlin en feu, les équipages d'IS-2 connaissaient une autre vérité. La vérité du coup unique. Ils se fichaient de la cadence de tir quand ils voyaient tout un pan d'immeubles en béton s'effondrer après un seul de leurs impacts, ensevelissant les nids de mitrailleuses. Ils se fichaient du poids de l'obus quand ils voyaient le masque du canon d'un tigre royal s'arracher avec le canon. C'était la philosophie de la force brute, absolue.
Nous ne concourons pas en escrime. Nous frappons avec une massue. Une fois, à mort. Et cette philosophie fonctionnait sans faille. L'ennemi pouvait être plus rapide, plus rusé, plus technique. Mais il n'y a pas de parade contre une barre à mine si cette barre à mine pèse 25 kg et vole à 800 mètres par seconde. Prêt, râle le chargeur pour la 100e fois de la guerre. Et la culasse claque à nouveau, enfermant la mort dans une chambre d'acier, prête à s'échapper et à mettre un point final à un autre destin allemand. Mai 1945. Silence. C'est le son le plus étrange de ces 4 dernières années. Pas de fracas d'explosion, pas de sifflement d'éclat, pas de rugissement déchirant de moteur. Berlin gît en ruine, enveloppé d'une fumée qui retombe lentement sur les pavés. Dans ce silence, on entend seulement le métal refroidir, les craquements du blindage qui refroidit, le crépitement des canons brûlants. Les géants s'endorment, les équipages sortent des écoutilles. Ils enlèvent leurs casques, exposant leur visage au vent printanier qui sent encore le brûler. Ils regardent leurs machines. Les IS-2 se tiennent au milieu de la ville vaincue, comme des rochers sur lesquels s'est brisée la vague du fanatisme nazi. La peinture sur les tourelles est brûlée. Les garde-boue sont froissés ou arrachés. Sur le blindage, des cicatrices de ricochets, des traces noires de Panzerfaust. Mais ils sont entiers. Ils sont arrivés. Ils se tiennent au centre de l'Europe, affirmant le droit du vainqueur de leur poids de 46 tonnes. Le bilan principal de cette guerre ne peut se mesurer seulement en kilomètres parcourus ou en quantité de techniques détruites. Le bilan principal est dans les têtes. L'IS-2 a fait ce que les commissaires politiques et les discours enflammés ne pouvaient pas faire. Il a guéri l'armée de la tigrophobie. En 1943, le mot « tigre » provoquait un froid dans le ventre. C'était le synonyme de la mort, de l'invulnérabilité, de la supériorité technique devant laquelle nous étions impuissants. Les tankistes se sentaient des victimes. L'IS-2 a renversé cet échiquier psychologique. Quand tu as dans les mains une massue de calibre 122 mm, tu cesses d'avoir peur. Tu commences à chercher la rencontre. La peur a cédé la place à l'excitation du chasseur. Le tankiste soviétique a cessé de se sentir une cible. Il s'est assis dans le fauteuil d'opérateur d'une machine de mort qui dictait ses conditions sur le champ de bataille. Ce retour de la confiance valait plus cher que des milliers de tonnes d'or. Nous avons fini la guerre non pas avec le sentiment de survivants miraculés, mais avec le sentiment de maître de la situation. Dans cet affrontement de 2 écoles de construction de chars, l'allemande et la soviétique, la victoire a été remportée par une philosophie brute mais honnête. Les Allemands misaient sur une complexité d'orfèvre. Leurs tigres royaux étaient des chefs-d'œuvre d'ingénierie. Transmission complexe, suspension en quinconce, commandes électriques, optique ultra précise. C'étaient des mécanismes créés pour des conditions de laboratoire. La guerre a broyé leur complexité. La suspension se bourrait de boue, la transmission cassait sous le poids du blindage, le manque d'additifs d'alliage rendait le blindage fragile. Notre réponse fut différente. L'IS-2 était simple comme une hache. Un moulage grossier de la tourelle sur lequel on voit les traces du moule. Des soudures épaisses comme un doigt, faites par des adolescents dans les usines de l'Oural. Absence de confort, conduite lourde. Mais cette hache fonctionnait toujours. Dans la boue, dans la neige, dans la poussière du combat urbain, il n'avait pas besoin de conditions stériles. Il n'avait besoin que de gasoil et d'obus. La simplicité et la masse ont vaincu la complexité élitiste. Pendant que les Allemands assemblaient un tigre, ajustant les pièces à la main, les convoyeurs soviétiques crachaient une dizaine d'IS. C'était la victoire de la logique industrielle. Mieux vaut avoir une arme bonne et fiable ici et maintenant qu'une arme idéale jamais.
L'IS-2 n'était pas un char parfait. Il avait un tas de maladies de jeunesse. Mais il était le char parfait pour cette guerre précise. Un char de percée, un char de coup unique. Les années passeront. Ces machines prendront place sur des piédestaux, dans les parcs, sur les places des villes qu'elles ont libérées et des villes qui les ont créées. Elles se figeront dans le métal, levant leurs canons vers le ciel. Approchez-vous d'un tel monument aujourd'hui. Ne le regardez pas comme une image. Approchez-vous tout près. Posez la main sur la pièce frontale. Vous sentez? Le métal froid et rugueux. Les bosses du moulage. Ce n'est pas un décor. C'est la vraie peau de la guerre. Regardez la tourelle. Elle est étroite. Imaginez ce que c'est que d'être assis à l'intérieur de cette boîte en acier à 4, quand il fait plus 30 dehors et plus 50 à l'intérieur à cause du moteur en marche et de la culasse brûlante. Imaginez l'odeur. Un mélange de gasoil, de poudre, de sueur et de sang. Cette odeur s'incrustait dans la peau au point qu'il était impossible de la laver pendant des semaines. Regardez le frein de bouche, cet embout massif au bout du canon. C'est précisément par là que s'échappait cette tempête de feu qui arrachait les tourelles aux panthères et transformait les bunkers en béton, en gravat. Ce n'est pas juste un monument, c'est un prédateur endormi. Un vieux vétéran qui a fait son travail dur et sale et qui est parti en retraite. Sur son blindage, toute l'histoire de ce terrible chemin de Koursk à Berlin. Chaque éclat de peinture est le souvenir d'un ricochet qui aurait pu être mortel, mais ne l'a pas été. Nous parlons souvent de la victoire avec de grands mots, de l'exploit de l'esprit, du sacrifice sacré. Tout cela est vrai. Mais la victoire avait aussi un fondement matériel. Elle ne se forgeait pas seulement dans les cœurs, mais aussi dans les fours Martin. Elle avait un poids, un calibre et une vitesse initiale de projectile. L'IS-2 est l'incarnation matérielle de notre fureur. C'était une réponse. La réponse du marteau au défi de l'épée. L'Allemagne nazie est venue chez nous avec une épée, aiguisée, tranchante et brillante. Nous avons accueilli cette épée avec une massue lourde, impossible à soulever, brute. Et quand ces deux métaux se sont rencontrés, l'épée s'est brisée. L'histoire ne supporte pas le conditionnel. Mais le fait reste le fait. Sans cette machine, sans ces 122 mm, sans ces gars tirant des blocs de 25 kg dans des tourelles enfumées, le prix de la victoire aurait été encore plus terrible. Aujourd'hui, ils se taisent. Leurs moteurs sont coupés à jamais. Leurs canons sont soudés. Les enfants grimpent sur leur blindage sans comprendre que sous leurs pieds se trouve la machine la plus meurtrière du milieu du XXe siècle. Et c'est sans doute juste. Les chars doivent se taire. Mais nous devons nous souvenir de la façon dont ils sonnaient. Nous devons nous souvenir de ce rugissement bas et guttural du diesel, du cliquetis des chenilles qui faisait trembler la terre, et de ce coup dont l'acier allemand éclatait. Ce n'était pas de la magie, c'était de la physique, c'était de l'ingénierie, c'était du travail. Le travail des concepteurs, des soudeurs, des tourneurs, et le travail des équipages, des ouvriers de la guerre qui ont pris en main cet outil et ont brisé l'échine de la bête la plus terrible de l'histoire de l'humanité. IS-2, le char de la victoire. L'argument auquel on n'a trouvé aucune objection. Le marteau qui a enfoncé le dernier clou dans le couvercle du cercueil du fascisme.